un collègue ou un confrère, consoeur, selon comment on veut le dire, étudiant, auditeur libre, et on est sous l'égide de l'APE ce soir. J'essaie de récupérer, voilà. Donc, effectivement, je suis un peu à l'initiative de la thématique. Je m'inscris à la suite de ce qui a été fait le mois dernier, qui me semble-t-il a rencontré un franc succès, puisque tout à l'heure Stanislas et moi on discutait l'après-midi. Il me dit mais quand est-ce que tu montes à Paris? Et comme j'ai vécu 23 ans sur Paris, région parisienne, depuis 2012 je suis installé en Ardèche, je remonte peu souvent. Et je ne vais pas forcément monter pour le séminaire. Et cette formule, elle peut être peut-être intéressante s'il a lieu à la fois en présentiel, mais avec une possibilité de connexion. Donc, ça nous l'élargirait, hein, tel qu'on peut le constater. Je ne sais pas combien on est au moins une quarantaine. Ça serait intéressant. Donc, la thématique que j'ai proposée, c'est un sujet sur lequel je travaille en ce moment, du moins depuis quelques années, et qui s'inscrit en fait dans une perspective de travail avec une inscription universitaire, mais pas que. Et donc c'est l'alliage ou l'alliance, je ne sais pas comment on pourrait le dire, d'abord de la question de, alors on verra ce qu'est ou ce qu'on peut définir ou dire de ce qu'est l'égrégore. Récemment, j'ai fait une conférence sur le même sujet, le même thème, et je me suis rendu compte que tout le monde ne s'accordait pas quant à la définition de ce phénomène. Donc je lis donc le phénomène de l'égrégore, du trauma, et de Bion. En fait, pour résumer, j'ai commencé à travailler sur ce phénomène il y a quelques années, le phénomène de l'égrégore, en me posant pas mal de questions, en étant dans le champ de documentation, comme ça, donc de revue de littérature, et je trouvais pas mon compte pour expliquer avec certains concepts ou des mots qui auraient été inscrits dans le cadre psychanalytique. Et c'est en passant par la référence à Bion et ses concepts que je suis arrivé à ça. Donc on a le sous-titre Les Régregores sous le regard de la psychanalyse. N'étant pas la psychanalyse moi-même, c'est pas moi qui vais m'y poser en tant que tel. Euh, bon, petite précision, donc c'est la synthèse d'un travail qui est en cours. Et la particularité, c'est de s'intéresser d'abord aux petits groupes, c'est-à-dire de ne pas forcément aller jusqu'à la dimension d'une foule. Pour moi, la foule en liesse dans un stade de foot, que ce soit pour un concert ou justement un match de foot, ce n'est pas le phénomène de l'égrégore, même s'il y a une émotion partagée. Donc, 3 points, donc égrégore, trauma et Bion. En filigrane, je dirais en parallèle, moi, je peux faire des références à ce qui est l'expérience du combat. Et l'expérience du combat, c'est-à-dire l'affrontement de situations qui sont difficiles, qui peuvent avoir directement la vie pour enjeu, telle que l'a connu Bion. Bion à 2 reprises, j'en reparlerai un petit peu plus loin, puisqu'il a été très jeune officier. Il sort c'est comme si aujourd'hui, je sais pas moi, un jeune bachelier se retrouver avec le grade de capitaine et à être dans le commandement de plusieurs dizaines d'hommes. Donc, il était officier de char pendant la Première Guerre mondiale, et donc il a connu les conditions les plus extrêmes au combat. Je pourrais faire référence à aussi éventuellement aux situations de gestion de crise en psychiatrie, parce que j'ai un passé d'exercice professionnel de 14 ans en psychiatrie en Seine-Saint-Denis à l'époque. Je fais référence aussi à la conduite et à l'animation de groupes en institution et à l'expérience de la transmission des savoirs. Donc Bion, qui était Bion? Et petite citation de lui que j'aime bien, c'est Bion, en début de conférence, avait une sorte d'habitude. Il lui arrivait de dire un peu cette formule: je suis impatient d'entendre ce que j'ai à dire. C'est-à-dire qu'à la différence de moi, il ne préparait rien. Et pour le compte, effectivement, j'ai préparé ce PowerPoint. Comme Stanislas le disait, il est né en Inde, voilà, et il partage ce point commun avec un auteur duquel je suis parti. Je crois que Stanislas, tu n'avais pas diffusé le document préparatoire en fait au webinaire, puisque c'est un article où je fais le lien moi avec un écrit, une nouvelle qui avait été publiée par Rudyard Kipling, qui a ce point commun d'être né lui-même aussi en Inde, et donc d'avoir intégré dans le champ de la littérature le phénomène de l'égrégore.
Effectivement, au sortir de la guerre, il va faire des études, histoire, lettres, il va être prof, il va venir à Poitiers, et puis finalement il va quitter l'univers de l'enseignement. Hem, on trouve, quelques traces de cette affaire, du moins elle est évoquée sans détail, très probablement et moi je dirais assurément diffamatoire. Il a été accusé, d'avoir fait des avances à un jeune, élève, un garçon, en l'occurrence, et ça a provoqué sa démission. Finalement, bien lui en a pris, puisque c'est comme ça qu'il se retrouve à faire des études de médecine, alors qu'il avait passé une grande partie de sa jeunesse loin de ses parents, puisqu'à l'âge de 8 ans, il quitte l'Inde, on l'envoie donc en internat, hein, en Angleterre, dans les meilleures écoles, donc il se retrouve tout seul. Et puis là, à nouveau, il va vivre cette expérience à la fois de solitude, beaucoup de doutes quant à ses capacités, à ce qu'il est en tant qu'homme, et il va poursuivre des études qui vont le conduire d'abord plutôt à la médecine générale et même à la chirurgie, alors qu'il dira lors de son intégration en fac de médecine que, enfin non, il ne dira pas, il publiera plus tard qu'il n'avait pas osé dire que dès le départ, il voulait être psychanalyste. C'est la psychanalyse qui l'intéressait, du moins ce qui pouvait aller être quêté et peut-être réparé dans les tréfonds de l'âme humaine. Euh, Intéressant, en 3 temps, j'ai mis 3 tranches, donc en fait Bion va suivre une analyse qui cumule 12 ans, 12 années de divan, dont 8 ans, les 2 tiers, avec Mélanie Klein. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il est de l'école anglo-saxonne, du moins l'école anglaise de psychanalyse, et notamment kleinienne. Et on connaît les fameuses oppositions entre les cléniens et post-cléniens, et les freudiens ou anafreudiens, puisque Anna, après, avait développé sa propre clinique, ayant suivi son père, qui lui-même avait fui le nazisme et est venu finir ses jours, c'est le cas de le dire, à Londres. Euh, J'avance donc, qui va travailler à la Tavistock Clinic. C'est un établissement qui va être fondé au tout début des années 20-22, et qui va très rapidement s'intéresser à la prise en charge des troubles psychotraumatiques, la conséquence sur la vie des sujets. Et particulièrement, effectivement, à partir de l'expérience de la guerre, donc post-Première Guerre mondiale, et puis ensuite Seconde Guerre mondiale. Et Bion va très rapidement aussi s'intéresser au phénomène des petits groupes, de réunir les personnes sur des petits groupes et les étudier, voir comment chaque groupe fonctionne, en distinguer certains contours, des principes de fonctionnement, en se positionnant et en théorisant ce qu'il a appelé le groupe sans leader. C'est-à-dire, il n'était pas tant le pilote du groupe à devoir imposer, mais il est en général une certaine liberté, ce qui lui a valu des surprises parfois désagréables. J'évoque là sur la diapositive que vous voyez Rivers, hein, William Rivers, qui était anthropologue et médecin anglais. Et de Rivers, on dit qu'il a été un des précurseurs, si peut-être pas le premier, pas le seul, mais un des grands précurseurs de la psychothérapie des traumas, d'une démarche clinique qui était très très débutante, si ce n'est, comme je le mets, embryonnaire, pendant la Première Guerre mondiale. Dion donc va évoluer, va avoir pas mal d'expérience. Il va devenir père alors qu'il approche de la cinquantaine. À ce moment-là, il n'est pas auprès de sa femme, de sa jeune épouse, qui va décéder 3 jours après la naissance de leur fille. Et il va se retrouver totalement désemparé, voulant beaucoup pendant des années. Alors il avait eu à travailler, comme il le disait lui-même, cette culpabilité particulière qui était la sienne, d'être jamais sûr de lui, de sa compétence, de son assurance, de lui en tant qu'homme auprès des femmes. Et qui plus est, il s'est beaucoup reproché le fait de n'être pas mort, parce qu'il a survécu à l'extrême. Et quand on dit à l'extrême, c'est vraiment à des conditions, quand on lit ses ouvrages et ce qu'il rapporte de l'expérience au combat, il s'est retrouvé dans les conditions les pires, c'est-à-dire avec des corps complètement disloqués, fractés, des gens qui explosaient autour de lui. Et d'ailleurs, il est sorti sain et sauf le seul de son bataillon, sans comprendre ce qui lui arrivait même.
il a considéré pendant très longtemps être mort un certain jour de la Première Guerre mondiale. Il aura la soixantaine, approchant la soixantaine, deux autres enfants avec sa seconde épouse, Francesca, qui va être aussi son soutien, et Francesca et aussi sa fille qui vont participer de publications ensuite même posthumes et de retraduction d'un nombre conséquent de ses textes. Précision, Bion n'a pratiquement rien produit avant l'âge de 50-55 ans. Quelques articles, des choses qui étaient liées plutôt à la société clénienne de psychanalyse, à ces groupes-là. Et il va commencer à publier en son nom et par rapport à sa pratique alors qu'il approche la soixantaine. Et finalement, alors qu'il va décéder à, en frôlant les 80 ans, c'est en une vingtaine d'années qu'il va produire une quinzaine d'ouvrages qui aujourd'hui qui ont été découverts progressivement, puisqu'il a fallu attendre le fil des années 80 et 90 pour qu'on ait accès à des traductions, je vais dire, acceptables et de bon niveau, parce que tout le monde ne lisant pas forcément l'anglais dans le texte, hein, on peut avoir une capacité à converser, mais pas forcément à lire, surtout il est dit de lui, il le reconnaissait lui-même, qu'il est difficile d'accès, complexe. Alors peut-être pas aussi complexe que Jacques Lacan qui était évoqué, ou pour évoquer une autre figure, mais pas de la psychanalyse, des sciences humaines, Pierre Bourdieu. Quand on s'attaque à Bourdieu en lecture, on a tendance, moi j'ai fait l'expérience, de lire 3 fois la page avant de se dire peut-être qu'on a compris. Il y a toujours cette référence à l'expérience chez Bion. Bion insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que ça ne sert à pas à grand-chose de spéculer, de théoriser si on n'est pas dans un rapport d'expérience directement au contact de la personne. On dit qu'il est adepte, il le dit lui-même, de l'incertitude, toujours clinicien. Quelques formules, donc voilà. Ont écrit qu'il faudrait être attentif aux différences qui existent entre un névrosé insensé et un psychotique sensé. C'est intéressant, hein, parce qu'on a tendance, nous, parfois professionnels de la santé mentale, à être dans l'abus de certaines perspectives, voire du diagnostic. Quand je dis nous, j'englobe un petit peu tout. Il disait ce que j'évoquais tout à l'heure, qu'être un vaincu décoré, de n'être pas mort sur le terrain. Il va garder finalement des traces, non pas des marques physiques, parce que physiquement, il n'a pas été blessé, pas meurtri, au-delà de quelques contusions, mais c'est plutôt psychiquement qu'il va garder des traces. Il sera médecin colonel, médecin psychiatre colonel. Il est le seul de son contingent à être mobilisé en tant que médecin psychiatre avec le grade de colonel au début de la guerre, et il sortira avec le même grade. Tous les autres auront été promus, mais pas lui. C'est pas complètement énigmatique, tout aussi bien qu'il a été à contre-courant dans les sociétés psychanalytiques ou dans le mouvement psychanalytique de l'école anglaise. Il a eu posé non pas en étant complètement retors, mais c'était quelqu'un qui n'était pas malléable facilement, il le reconnaissait lui-même. Pas forcément électron libre, mais toujours plus dans l'initiative que dans le fait de suivre. Il va se poser des questions. Alors, c'est quelqu'un dont on peut dire que plus que d'amener ou de proposer enfin, évidemment, il pose des concepts, il avance dans la démarche scientifique psychanalytique, mais c'est vraiment un ouvreur de voies. Il montre la voie. Il va ouvrir des voies, il va poser des questions plutôt que de s'imposer de manière dogmatique, hein. D'ailleurs, quand on lit certains de ses articles où il est obligé de faire une synthèse de concepts, il s'excuse d'emblée, toujours dans les introductions ou des conférences, d'avoir l'air dogmatique, de poser des vérités, des choses comme ça. Mais en fait, dans le fond de sa clinique, ceux qui l'ont côtoyé, qui ont pu en témoigner, André Green, notamment en France, hein, qui a contribué à quelques activités avec Bion, le disait, il était toujours dans la question, dans le doute, dans l'incertitude, il remettait vraiment en cause, hein. Il n'était pas dans une pensée arrêtée. Donc les questions principales: comment se constitue le psychisme humain, comment ça arrive cette histoire. Il va conceptualiser d'ailleurs à cet effet la notion de proto-mental.
concept ou plutôt hypothèse, et il va travailler là-dessus en disant qu'est-ce qu'il y a finalement avant ce que nous on appelle l'appareil psychique, du moins selon le modèle freudien. Est-ce qu'il y a quelque chose proto, de l'ordre de l'avant et premier, donc qui fonctionnerait, qui ferait l'alliance entre fonctionnement mental et les sources psychiques et physiques. Comment ça fonctionne, comment ça se développe, notamment par l'apprentissage, donc tout le champ des interactions sociales et affectives, hein, toutes ces expériences-là, et comment on développe une autonomie. Dans la déclinaison des choses, de ces choses-là, il va dire qu'il y a deux domaines principalement au niveau de la pensée, donc le domaine affectif et le domaine de l'intellect, qui va classer donc avec en quelque sorte des sous-domaines qui sont des outils conceptuels, hein. L'amour noté A, grand A, hein, et la haine H. Alors si on est en anglais, amour, love, donc L, hein, voilà. Bon, la connaissance, et ensuite on va décliner entre amour et non-amour, ou plutôt amour au négatif. Et donc la question du négatif va arriver dans tout ce qui va concerner donc à la fois l'expérience clinique, le lien à la pensée, à son fonctionnement, la qualité du lien, des liens intersubjectifs, personnels, symboliques, et donc de la relation à l'expérience entre les personnes. Il distingue donc un mode de pensée psychotique et un mode de pensée non psychotique. Il est de ceux qui avanceront cette hypothèse, disant que il y a des sujets qui peuvent présenter des états cliniques. D'ailleurs, on peut aller à la hâte les diagnostiquer, hein, dans certains lieux. Et puis la médecine psychiatrique, je crois qu'il y a des psychiatres parmi nous ce soir, peut-être qu'ils viendront en prendre la parole par rapport à ça, mais ils sont aussi intéressés là aujourd'hui, ce soir, par la psychanalyse. On sait je suis un peu abusif là dans la prétention, mais on peut avoir tendance à enfermer dans un diagnostic une personne qui elle-même peut y rester. Quand je dis elle-même, c'est pas une démarche volontaire. Donc j'évoque très rapidement, et je ne sais pas s'il est parmi nous, Jacques Lesage de La Haye, et sa publication d'il y a une vingtaine d'années sur la courbe de Chestnut-Lodge, qui a à voir aussi avec l'approche psychanalytique des psychoses, où on retrouve effectivement ces questionnements au sein d'une institution, de ces marquages cliniques qui vont jusqu'à la codification diagnostique, SDSM, hein, où on a des personnes qui peuvent rentrer en présentant des états dissociatifs, hallucinatoires, syndrome de persécution divers, quelques semaines, quelques mois, c'est pas par miracle, c'est pas par un voyage à Lourdes, la personnalité est finalement modifiée. Donc Bion, qui avait fait l'expérience de l'extrême, disait avoir côtoyé, et on le sait, dans les situations post-traumatiques, on a des gens qui vont faire des expériences d'un point de vue clinique qui se lisent en tant que psychotiques, pourtant n'étant pas de structure et de fonctionnement psychotique eux-mêmes, mais ils peuvent retourner par des phénomènes de régression, de désorganisation psychique profonde à un état qui serait celui de la structure psychotique, du moins dans le sens schizophrénique du terme. Je vais avancer pour pas être trop long sur la partie exposée. Il y a ce modèle, où on pourrait dire modèle, il va faire une comparaison entre l'appareil digestif et l'appareil psychique, en disant que psychiquement, on se structure à partir de l'appareil digestif, du haut, la bouche, en allant jusqu'en bas, et on connaît les fixations, ou du moins les étapes fondamentales entre l'oralité, l'analité, l'orogénital, etc. Et donc, il va s'intéresser à ça, et il va conceptualiser, l'aborderai rapidement plus loin, ces notions qui sont les éléments alpha, les éléments bêta, et la fonction alpha qui, au demeurant, en résumé, une fonction de digestion d'éléments toxiques, d'éléments libres, en suspension, comme ça, au niveau de l'activité psychique, qui peuvent aller toxifier la pensée, du moins l'empêcher, la figer, jusqu'à aller la geler. Certains ont parlé de gel psychique dans certains cas de psychose, comme les béphérénocatatonie, une forme que, a priori, on rencontre moins ou devenue très rare. Et donc, Bion, lui, va parler va élaborer son modèle à lui, voilà, de digestion au niveau psychique. Et c'est pour ça que certains auteurs avancent, ce que j'ai mis là sur la diapo, le modèle de l'appareil psychique bionien. L'influence de Mélanie Klein,
Bion nous dit qu'un des buts de la psychanalyse, de la cure psychanalytique consiste à réorienter le travail de la pensée avec ses implications émotionnelles vers l'intérêt de la connaissance, c'est-à-dire recouvrir une capacité à penser ouverte et à la découverte, à la possibilité assimiler des expériences, des symboles, des sujets, des choses comme ça. Et en fait, rapport d'assimilation, ça peut nous faire, symboliquement parlant, par le champ du langage, penser à assimiler des aliments, des choses solides ou liquides, de les ingérer, de les dégrader et d'en faire quelque chose. Et c'est là qu'il a cette approche comparative, du moins, c'est son modèle. Ceci donc consiste à fournir des outils de pensée pour penser les pensées. Voilà. Je poursuis. Il va, ce que j'avais esquissé tout à l'heure, évoqué, donc il formule l'hypothèse d'un niveau proto-mental du fonctionnement psychique. C'est en quelque sorte un niveau où les événements psychiques et physiques n'ont pas de différences distinctes. On est vraiment dans une étape préalable. C'est pas une forme d'intermédiaire. Donc lui, il en est resté encore au stade de l'hypothèse et ça structure finalement une part des concepts, des outils, si on le dit dans le champ de ce qu'on pourrait rapporter à l'outil symbolique, des outils bioniens. Euh, Expérience de la guerre, comme je le disais, lui-même va exposer que il a fait l'expérience du clivage et de la régression pour pouvoir survivre à l'extrême du combat. Les combats de tranchées, les combats dans les chars, on pouvait se retrouver d'ailleurs littéralement écrabouillé dans ces chars d'assaut de l'époque qui n'avaient pas les blindages ou les alliages d'aujourd'hui, bien que certaines roquettes les démolissent, mais nombre de soldats dans les chars sont morts dans ces espèces de cabines rudimentaires dans lesquelles ils ont brûlé vifs ou été écrasés sous la force des déflagrations et ensevelis. C'est une clinique de l'extrême, hein, ce qu'on peut dire, une clinique de l'extrême qu'on rencontre peu, enfin du moins qu'on rencontre très peu dans nos pratiques, du moins en expérience libérale, voire institutionnelle, si on n'est pas rattaché, par exemple, comme c'est le cas des psychiatres et des psychologues militaires à un hôpital interarmé. On pourrait évoquer dans le travail de tout ce qui est autour de la névrose traumatique, l'une des figures des années 80 qui a été le professeur Claude Barois, médecin général des armées, médecin donc psychiatre de formation et psychanalyste, qui lui a travaillé, a été de ceux qui auront lancé, il a été suivi par Louis Kroc ensuite, la construction des fameuses cellules d'urgence médico psychologiques, hein, les post-traumatiques, tout ce qui va instaurer la possibilité du diffusing et ensuite du débriefing lorsqu'il y a eu des cataclysmes, divers incidents ou incidents dramatiques. Plus récemment, donc, c'est les prises d'otages, toutes ces choses autour des attentats terroristes. Bion va faire des comparaisons. Alors, c'est vraiment très synthétique ce que j'aborde là. Je ne vais pas beaucoup dans le détail. Il va reprendre le concept de la par excitation proposée par Freud et de ce qu'il en est au niveau de l'expérience traumatique ou du moins psychotraumatique et de ce qu'on peut appeler le trauma au-delà de ce que dans la littérature finalement tout le monde ne s'accorde pas justement en disant est-ce qu'un psychotraumatisme c'est un trauma. En résumé, le trauma conceptuellement c'est d'avoir été confronté à la réalité de la mort, mais on n'est pas mort, mais on aurait dû, on aurait pu, finalement on ne l'a pas été, voilà, par la chance ou je ne sais quoi, certains vont croire au destin ou peut-être avoir été sauvés par Dieu. C'est le cas d'un célèbre chanteur des années 70 qui, lui, avait réchappé d'un accident très très grave et donc qui s'est converti ensuite à la religion parce qu'il a pensé que Dieu l'avait sauvé. Sa vie avait réchappé. Il va construire donc à partir de la notion de ce qu'il va appeler la barrière de contact, la notion de fonction alpha et de ces éléments qui sont
divisés entre alpha et bêta. Donc les éléments bêta, de manière schématique, ce sont plutôt des éléments toxiques. C'est tout ce qui va avoir un effet d'empêchement de penser. Ça empêche la pensée de fabriquer des pensées. L'appareil à penser ne fonctionne pas. Et la fonction alpha, qui peut être incarnée, et c'est là où j'explore les choses, donc vous n'aurez pas de conclusion, du moins je n'ai pas la prétention d'en proposer ce soir, c'est que la fonction alpha peut être incarnée par l'analyste lui-même dans le cadre du suivi ou des séances, ou par un phénomène intersubjectif et donc psychique au niveau des petits groupes, d'un petit groupe constitué où pourrait surgir ce phénomène qui est appelé l'égrégore. On reviendra dessus plus loin. Petite chose comme ça, donc deuxième paragraphe, Bion est ainsi comme le capitaine qui protège ses soldats de la désagrégation psychique par la démonstration de son assurance. C'est-à-dire que il avait observé que si l'officier de commandement n'était pas en capacité d'assurer, de rassurer ses subalternes au combat, personne n'était en capacité de survivre psychiquement à l'expérience. Donc de pouvoir même sortir de la tranchée et de monter au front. Donc finalement, il va transposer toujours ses expériences à la fois de la Seconde Guerre mondiale, mais dans l'accompagnement, il n'est pas directement au front. Mais cette expérience du front qui a duré 2 ans, 2 ans, c'est pas rien. Voilà, il arrive, il est nommé capitaine, il a 19 ans. Aujourd'hui, on dirait, bah, c'est un gamin, quoi. Voilà, aujourd'hui, soit ils commencent à travailler l'été à McDo avec un BAFA, ou alors ils font leurs études. Et là, on va lui dire, bah, tu vas commander des hommes, vous allez commander des hommes, et vous allez les entraîner à aller affronter l'ennemi. Point commun avec Kipling, on sait que Kipling a perdu son fils du fait d'avoir soutenu son fils dans l'engagement qui était le sien, donc le fils de Kipling, Jack, il l'appelait Jack de manière familière, va être engagé et devenir officier d'infanterie. Et lors d'une des premières sorties, si ce n'est la première, il va décéder. Donc, point commun à nouveau entre les deux. Un petit peu plus loin, donc la capacité à la rêverie maternelle, pour Bion, c'est la capacité de la mère ou de la fonction maternelle d'offrir à son enfant amour et compréhension, en insistant sur le fait que l'amour est sans condition, il n'y a pas à attendre un retour, je t'aime si tu ceci, si tu cela, c'est-à-dire si tu me dis que je suis une bonne mère, si je suis toute gentille, toute puissante, toute sachante ou autre, et donc et sa compréhension est intuitive. On n'est pas très loin, je ne sais pas s'il y a des gens férus de Winnicott, mais de ce que propose Winnicott aussi quant à l'approche conceptuelle de la mère suffisamment bonne de cette maman qui va avoir la capacité, comme le dit Bion, par sa fonction alpha, de digérer les angoisses, l'instabilité psychique, émotionnelle du nourrisson, du tout petit, même quand il est un peu plus grand, et donc de le rassurer, de lui permettre d'être détoxifié par ce qu'il vit lui-même, donc par ces phénomènes d'intersubjectivité. J'avais rajouté là sur la diapo les observations de Primo Levi lors de sa déportation, quand il traverse l'Europe dans les trains, les wagons à bestiaux, où il observe ces mères qui vont, alors qu'elles savent que très probablement c'est leur dernier voyage, peut-être même le premier en train, mais le dernier, le plus tragique, elles vont rassurer leurs enfants. Donc ça a une fonction de transformation, ça va transformer les données des sens en éléments alpha, c'est-à-dire de bêta on va passer à alpha, c'est détoxifié, ça permet de restaurer, de réinstaurer, de renouveler, d'initier finalement le travail de la pensée. Ce qui me fait synthétiser un petit peu les choses. Donc, dans cette représentation entre appareil psychique et appareil digestif, Bion stipule que la fonction alpha ingère les impressions sensorielles, les digère, pour fournir à la psyché des éléments alpha qui constitueront ensuite la pensée. On retrouve le modèle de l'appareil psychique bionien, c'est-à-dire développé sur le modèle symbolique du tube digestif, et donc de la fonction digestive, ingestion, digestion, restitution, transformation. Certains patients, donc il nous dit que certains patients sont tels des nourrissons, donc les phénomènes de régression qu'on peut observer dans certaines psychothérapies en institution, en groupe ou en individuel ou dans les cures, ou en cure psychanalytique directement sur le divan,
écran ou si on la pratique en face à face. Ça dépend effectivement les écoles, mais comme le rappelait Frédéric tout à l'heure, nous avons une approche large et intégrative et non dogmatique à l'APE, donc plusieurs courants, et on pourra débattre de ça. Voilà, donc certaines personnes, du phénomène régressif de la cure, en séquence, hein, la fonction alpha, soit n'est pas suffisamment développée, elle est embryonnaire ou elle peut être à un moment donné défaillante. Donc c'est la capacité à l'analyste capitaine, je vais prendre un grade militaire, à pouvoir garantir une sécurité et à rendre sécure l'expérience à ce moment-là, comme le dit aussi Winnicott, quand il dit que la fonction maternelle, c'est de rendre sécure son enfant quant à la possibilité de vivre des expériences pour grandir, croître donc d'un point de vue psychique. Je vais avancer pour gagner un petit peu sur le temps. Donc, l'analyste est le réceptacle des éléments. Hein, voilà, il va remplir la fonction alpha de digestion-transformation. Donc, il va être réceptacle de quels éléments? De tout ce qui va passer par le phénomène, notamment de l'identification projective, dans le sens d'abord clénien du terme, c'est-à-dire comme en tant que processus pathologique ou psychopathologique, parce que Bion, lui, va proposer de considérer l'identification projective comme étant aussi un phénomène naturel et nécessaire qui va permettre au sujet de croître, aussi bien du fait de ses expériences depuis le nourrisson, petit enfant, que reprise de croissance, les possibilités cliniques hein, et la structure aménagée à l'état adulte, de pouvoir se détoxifier et pouvoir recouvrir une liberté de pensée. Donc la fonction alpha digérant les éléments toxiques, les éléments bêta. Synthèse, voilà, le travail psychique du patient retrouve un espace détoxifié, plus apte à l'abstraction, à la génération de pensée, le fait de générer. Bion nous dit aussi ceci, au contact avec un patient psychotique, lorsqu'on en a ces expériences, par exemple si on a une expérience en institution psychiatrique ou dans une activité libérale ou en ville, en ambulatoire, par exemple dans le CMP, les SATTP et autres, l'analyste ne rencontre pas une personnalité, mais l'improvisation d'une personnalité. Ça, c'est la proposition de Bion. En fait, on a une forme d'avatar, on a quelque chose qui n'est pas complètement défini. Bion va parler aussi des objets bizarres, hein, d'objets qui sont résultants d'un renversement de la fonction alpha. Il peut arriver que ce renversement de la fonction alpha ne parvienne pas à digérer totalement et finalement restaure ou renvoie au patient ces éléments-là qui vont être comme des particules, voilà, qui vont être en suspension. Alors il faudrait s'imaginer, modéliser ça. Donc on est dans une logique abstraite hein, de choses, mais qu'on doit avoir la capacité d'identifier pour pouvoir finalement les récupérer et encore une fois les digérer, ces particules. Je vais avancer sur la notion de trauma, donc le réel de la mort, très rapidement. Donc le référentiel à la psychanalyse de guerre, le trauma pour ce référentiel résulte d'une situation de confrontation avec le réel de la mort. On retrouve ça beaucoup dans la littérature de tous les cliniciens, auteurs, qu'ils étaient analystes, psychiatres, psychologues, enfin, voilà, des gens qui vont s'intéresser à cette clinique de l'extrême, ou même en sociologie, d'une manière anthropologique, ce réel de la mort. On peut être traumatisé psychologiquement par une agression sexuelle, un viol en réunion, des choses comme ça. Certains disent qu'on n'est pas dans l'acception conceptuelle du trauma ou dans le sens où on n'a pas été confronté à ce réel de la mort. Du moins, sauf s'il y avait eu torture et qu'on avait pu en réchapper ou être dans une situation véritablement menacée et avoir risqué sa vie. Le sujet va garder donc des séquelles et développer plus ou moins rapidement un syndrome de stress post-traumatique. Là, je fais référence au fameux PTSD anglo-saxon qu'on a intégré aussi dans les taxonomies américaines, le fameux DSM. Je sais que récemment, il y a quelques semaines ou quelques mois, il y a 3 mois, Frédéric avait participé à une émission justement sur la prise en charge post-traumatique. Ce que je disais tout à l'heure, je vais peut-être un peu vite, je m'en excuse, hein, donc, et puis je fais pas mal de rebonds. On peut avoir des personnes qui ont été confrontées à des situations extrêmes qui vont présenter des états dissociatifs, hallucinatoires, des modifications profondes du cours de la pensée, qui vont laisser à penser, voire diagnostiquer, valider, tiens on a un déclenchement de psychose. Alors,
peut passer par la notion de bouffée délirante, et puis on voit, alors je ne sais pas pour vous-même, hein, chers collègues, on voit des personnes qui viennent en consultation, qui ont été diagnostiquées à un moment comme ça, par le fait d'être passées par des urgences ou un service psychiatrique, hein, une institution, hein, publique ou privée, en tant que classifiées dans le champ de la schizophrénie, et qui, pour le compte, quelques mois, un an, 2 ans, 3 ans après, ne présentent plus ou pas du tout de symptomatologie, du moins apparente, qui pourrait nous laisser, enfin qui moi me laisse dans le questionnement, puisqu'ils n'ont pas pris leurs antipsychotiques. Nous venons des neuroleptiques depuis les années 90, et que, a priori, ils ne se sont pas donc davantage désorganisés. Petit rappel, Bion va s'inscrire finalement aussi comme continuateur de travaux qui avaient été initiés, mais par des analyses qui n'ont pas été à l'expérience même du combat. Freud, Ferenczi, Abraham, pour citer ces trois-là, et notamment autour de Freud, on est vraiment dans cette grande ère de l'éclosion psychanalytique, et ensuite de ce qui va former différents courants par les dissensions internes qu'on connaît. Déjà à cette époque-là, Ferenczi, Abraham, Freud étant avec eux, il est loin de son amitié fraternelle avec Jung, et puis ensuite il se séparera d'autres de ses proches. Le concept de l'obusite, peut-être que vous en avez entendu parler. L'obusite, c'est le fameux shell shock, c'est le choc dû à l'obus, c'est-à-dire l'extrême du combat, très typique de la guerre 14-18, ou de tout phénomène d'explosion ou de désorganisation profonde de l'environnement, c'est-à-dire que vous êtes dans un cadre particulier, vous êtes au combat urbain ou en campagne, en jungle ou autre, d'un seul coup tout explose et tout est modifié. Dans un ouvrage qui rapporte l'expérience de Rivers, que j'évoquais tout à l'heure, il y a cette expérience rapportée par un soldat qui, lui, va présenter un état post-traumatique. Il était confronté au shell shock, et en fait, il raconte que dans la tranchée où il était, on entend l'obus, le sifflement de l'obus, donc il se jette d'un côté, son ami de tranchée, son compagnon de tranchée se jette de l'autre côté. Il y a 50 à 60 cm d'eau, de vase, de bouillasse, comme ça. Tout explose. Le soldat se relève, il n'a rien. Il est à moitié sourd, il se demande ce qui se passe. Il regarde autour de lui, il n'y a personne. Il se dit, bon, ben, mon ami s'est protégé, il a dû courir. Et puis, il observe que dans l'eau, quelque chose le regarde. Et au moment où il pense à quelque chose me regarde, il saisit ce qu'il y a dans l'eau, et en prenant ce qu'il y a dans l'eau, il prend l'œil dans sa main, et cet œil, c'est l'œil de son ami, et se rend compte que son ami a été littéralement pulvérisé, qu'une partie de lui recouvert de la chair de cet ami. Si vous avez vu ce film des années 70 qui illustre la difficulté d'un vétéran du Vietnam d'être intégré dans la société, à la fin, devant le colonel Trotman, John Rambo dit qu'il a vécu ça. Bon, je fais une petite allusion au cinéma hollywoodien, mais qui nous montre d'une manière très hollywoodienne, démonstrative, surpuissant, Rambo est tout à fait fantastique, ce qu'est le choc post-traumatique avec toutes ses séquelles. On voit dans le film qu'à à plusieurs moments, il y a des superpositions d'images, il va avoir des réminiscences, les policiers s'approchent de lui, il revit les instants de torture qu'il avait vécu donc dans la guerre du Vietnam. Je parle de Rambo, je parle plus de Bion. Je reviens à Bion et je vais glisser donc vers ce phénomène qu'on appelle égrégore, du moins qu'on trouve dans deux champs de la littérature. Alors, Victor Hugo l'a évoqué. Pour citer Hugo, si vous faites un peu de Google et de Wikipédia, vous allez retrouver ces choses-là. Mais l'égrégore est employé, alors en faisant une revue de littérature, soit vous avez le champ de l'occultisme, des thérapies parapsychologiques, des choses comme ça. Et là, on a une nuée de concepts qui ne sont pas très, très en harmonie les uns avec les autres, hein, quant à ce qu'est un égrégore. Et le champ maçonnique, dans la littérature de maçonnique, qui parle de l'égrégore dans les petits groupes, du moins dans les loges maçonniques. Et c'est là que je l'ai trouvé dans une nouvelle de Kipling, où Kipling va décrire ce qui se passe dans une loge maçonnique à Londres, et cette loge maçonnique accueille des soldats traumatisés. Ils sont tous mutilés physiquement, c'est des gueules cassées, certains n'ont pas de bras, certains n'ont plus de bouche, etc. Et on va prendre soin d'eux. Et en fait, en lisant cette nouvelle,
c'est un texte qui fait une vingtaine de pages, qui est intégré dans un petit bouquin publié chez Dervy. Alors vous cherchez Kipling et vous cherchez Dans l'intérêt des frères et vous trouverez l'ouvrage. Je me suis dit, mais Kipling décrit sans prétention psychothérapique ou psychanalytique, les conditions même pour qu'un petit groupe arrive à s'agréger, à former ce qu'on appelle en psychanalyse de guerre le corps à plusieurs, et finalement faire surgir un phénomène de capacité à digérer des angoisses et à restituer ou à recréer la capacité de restauration de l'appareil psychique, du moins, d'une certaine stabilité du moins. Et j'arrive en fin d'exposé au point de départ, c'est-à-dire de mon questionnement, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Voilà. Donc l'égrégore, définition, consiste en une sorte de mouvement psychique, plus qu'une émotion vécue et partagée par un collectif restreint. C'est pour ça aussi que je suis arrivé sur Bion, parce que Bion a beaucoup travaillé sur les émotions, mais ce qu'il appelle les émotions inconscientes, l'émotion qu'on ne ressent pas en surface, qui ne va pas témoigner de gestes, de modifications plus ou moins importantes, du faciès, de la modification, je ne sais pas moi, tachycardie, polypnée ou des choses comme ça. On a peur, on est joyeux, on est dans la tristesse ou la colère, des phénomènes de cet ordre. Mais c'est vraiment littéralement interne. Et j'ai retrouvé quelque chose d'apparenté dans la capacité à communiquer autour de ça dans les approches de combat au niveau traditionnel au Japon. Peut-être qu'on en débattra tout à l'heure. Et donc ce phénomène pourrait être, c'est une hypothèse, générateur d'éléments alpha, ce phénomène d'égrégore en petits groupes. Mais c'est pour ça que je dis en petits groupes, 15, 20, 30 peut-être, mais certainement pas 3000, 14 000 comme à Bercy ou dans les stades ou des choses comme ça. On a un autre phénomène. On a beaucoup plus de contagion mimétique qu'on a le phénomène de l'égrégore stricto sensu. Je ne suis pas sûr qu'on aurait exactement le même mouvement psychique comme on peut l'avoir, du moins dans la possibilité de les observer dans les petits groupes, soit dans les institutions psychiatriques, soit en périphérie en ville ou au sein d'associations, soit ailleurs dans d'autres travaux. Je continue, je suis pratiquement à la fin. Donc, comme je le disais, on le retrouve dans deux types de littérature, dans deux champs, plutôt maçonnique et occultiste, donc les pratiques occultes. Donc, selon les référentiels et les auteurs, on a des choses qui frisent beaucoup, plus la croyance, le champ des croyances ou de choses qui ne sont pas élaborées. Alors, c'est une posture un peu critique, peut-être abusive, mais du moins, il n'y a pas d'approche scientifique. Il n'y a pas d'épistémologie dans la littérature occultiste. Je n'en ai pas trouvé pour ce que j'ai parcouru. Bon, après, je n'ai pas tout lu sur ces sujets-là. Je terminerai par Bion. J'ai commencé par sa citation. Cette citation, il disait « Je suis impatient d'entendre ce que j'ai à dire ». Donc, je me propose de terminer par une autre citation qui finalement fait un résumé de ce que j'ai dit. Si on la décortique, l'homme qui parle à un ami convertit les impressions des sens de cette expérience émotionnelle en éléments alpha. Voilà. On pourrait dire le patient, l'analysant qui parle à son psy, son thérapeute, son analyste aussi, on pourrait dire ça. Voilà. Ou le petit qui parle à sa mère, ou au père, enfin aux parents à fonction maternelle. Et devient ainsi capable de penser du rêve, donc d'une conscience non troublée des faits, que ceux-ci, donc ces faits, soient les événements auxquels il est en train de participer ou ses sentiments à propos de ces événements ou les deux. En vous remerciant toutes et tous, voilà, pour votre attention et le petit sigle de l'APE, je vais sortir.